Chers amis, bonjour. Je suis heureux d'ouvrir ce colloque sur misère et violence et j'espère qu'il nous aidera à non seulement mieux comprendre les mécanismes qui engendrent réciproquement la misère et la violence, mais aussi à discerner des pistes d'action et en tout cas des attitudes pour essayer, pour autant qu'il dépend de nous et des groupes ou des communautés auxquelles nous appartenons, de desserrer l'étau qui frappe l'humanité, on peut dire de tout temps, mais nous ne sommes pas seulement invités à réfléchir à l'humanité de tout temps, mais peut-être plus précisément à la situation dans laquelle nous sommes, nous, aujourd'hui. Je ne m'étendrai pas parce que c'est un phénomène très connu et qui n'a pas besoin de longues explications sur la manière dont la misère éprouvée est éprouvée de manière durable, peut être génératrice de violence, et donc comment on est assez facilement convaincu que si on veut lutter contre la violence, il faut lutter d'abord contre la misère, c'est-à-dire ne pas traiter la violence simplement sur le plan du délit, mais la traiter aussi sur le plan du symptôme et de retrouver les causes de la violence. Je serais plus attentif à souligner un autre aspect auquel on est peut-être moins sensible, c'est comment la misère est une violence. C'est-à-dire que je ne voudrais pas qu'on parte de la misère comme un donné de fait pour ensuite essayer de délimiter comment gérer les conséquences de la violence, comme si on était devant une fatalité et par rapport à laquelle il faut essayer de protéger le reste de la société. La question est bien davantage comment la misère est une violence faite à la personne et à l'être humain. C'est-à-dire non seulement comment nous devons essayer de lutter contre la violence, contre la misère, mais nous devons essayer d'abord de lutter contre les causes de la misère qui sont elles-mêmes causes de violence de façon intermédiaire. Nous vivons dans une société assez paradoxale, puisque, je parle de notre société occidentale évidemment, puisque nous sommes arrivés à un niveau de développement économique et de conditions de vie particulièrement spectaculaires par rapport à ce qui existait même il y a un demi-siècle dans nos pays, et donc où le phénomène de la misère n'est plus simplement une sorte d'état un peu plus grave que la situation générale, mais un état vraiment marginal par rapport à la situation générale. Même si nous savons bien que ça n'est pas la réalité. Mais l'image que nous portons, c'est l'image d'une société prospère dans laquelle tout le monde a des droits et tout le monde peut faire valoir ses droits. Or, ce que nous découvrons dans le phénomène de la misère, c'est précisément, et c'est la première violence qui est exercée à travers la misère, c'est précisément que des hommes et des femmes dont nous considérons qu'ils sont égaux, qu'ils ont des droits égaux, qu'ils ont une dignité égale, sont en fait dans une situation où ils ne peuvent absolument pas ni exercer ces droits, ni bénéficier du progrès général auquel nous croyons. D'où la tentation sans cesse récurrente, non pas simplement de se désoler de la misère, mais de la marginaliser et de la cacher. C'est un des leviers, peut-être inconscients, qui poussent un certain nombre de mesures qui sont prises, non pas tellement pour éradiquer la misère,
mais pour que la misère soit tolérable. La question à laquelle nous sommes confrontés, comme chrétiens, c'est de nous demander qu'est-ce que nous apportons, est-ce que nous avons un apport spécifique dans une situation comme celle-ci? Est-ce que nous pouvons purement et simplement nous dire prenons notre place dans les dispositifs existants et essayons, sinon d'améliorer les choses, au moins de les rendre moins dramatiques. Je crois que l'une des lignes d'action à travers lesquelles nous sommes invités à intervenir et sur lesquelles nous devons réfléchir, c'est précisément comment notre foi en Dieu change le regard que l'on porte sur les personnes et comment notre combat avec les personnes qui sont dans la misère n'est pas simplement une sorte d'aide sociale, mais vraiment une tentative d'ouvrir une relation personnelle. C'est-à-dire non pas simplement de lutter contre les phénomènes ou contre les causes de la misère, mais de se compromettre soi-même dans la relation avec ceux qui souffrent de la misère. On ne peut pas être témoin de l'amour sans se faire proche de ceux qui ne sont pas aimés. On ne peut pas être témoin de la joie sans se faire proche de ceux qui connaissent la tristesse. On ne peut pas être témoin de l'espérance sans se faire proche de ceux qui sont tentés par le désespoir. Et se faire proche, ça n'est pas forcément trouver toutes les solutions, mais c'est accepter de partager au moins un peu les difficultés. Nous savons comment un certain nombre d'hommes et de femmes ont été bouleversés et renouvelés dans leur relation avec les autres, simplement en acceptant de rencontrer des gens qui connaissent la misère d'une manière chronique. Et donc mon problème, c'est de me demander, est-ce que notre approche collective, notre approche sociale, consiste à marginaliser davantage ou à intégrer? Et quand on est chrétien, la question de l'intégration, c'est pas simplement de savoir si on va trouver des filières pour que les gens aient un accès à tel ou tel service auquel ils ont droit, c'est aussi, est-ce qu'ils vont trouver un réseau de relations, est-ce qu'ils vont être reçus comme des personnes? Nous savons que cette approche d'une relation personnelle qui n'est plus simplement une relation d'assistance, mais qui est une relation de coopération et de solidarité profonde, c'est-à-dire de se faire proche de ceux qui ont besoin d'être aidés, cette approche n'est pas forcément la plus répandue. Et c'est sans doute un des traits de génie de la fondation du Père Wresinski, d'avoir voulu vraiment, non pas simplement développer des aides sociales, mais entrer dans une relation où des personnes qui souffrent d'une misère sociale, d'une misère économique, de toutes sortes de malheurs de la vie, ont la possibilité d'exprimer et d'agir de façon à montrer que la réalité, la richesse et la grandeur de la personne ne se réduit pas à sa capacité d'intégration sociale ou à son niveau économique, mais qu'elle se repose sur la possibilité qu'on lui donne et qu'on lui reconnaît d'entrer dans une véritable relation, une relation où elle retrouve vraiment sa dignité. Donc je pense que le travail que vous allez faire aujourd'hui va certainement aider à approfondir ces thèmes et vous permettre de formuler des orientations, ou en tout cas
des illustrations pour montrer comment la première forme du combat n'est pas empêcher la misère d'être violente, mais empêcher que la violence soit faite aux personnes à travers la misère. Je vous remercie. Donc j'ai pensé que peut-être la meilleure des choses serait que je partage avec vous comment moi j'ai été amené à connaître ou à aller dans le monde de la pauvreté et puis de connaître autant que quelqu'un peut dans sa vie ce qu'est la pauvreté et la misère. Et là, je l'ai appris surtout, je dis dès l'enfance, parce que j'étais entouré de gens qui vivaient différentes formes de pauvreté. De sorte que, très jeune, je me suis dit, mais de quoi parle-t-on quand on parle de pauvreté ? Parce qu'il y avait, par exemple, ma mère qui appartenait à une sorte de confrérie mystique, soufie, et puis pour qui, chaque fois qu'elle recevait ce qu'elle appelait les pauvres, la maison devait être absolument parfaite, on devrait tout bien recevoir les personnes, tout devait être absolument mieux que n'importe quel moment, alors que, par exemple, les gens qui étaient des amis de mon père, qui arrivaient, qui étaient un homme d'État, eh bien, elle laissait ça à tout le monde de le faire, parce qu'elle ne trouvait aucune raison particulière de faire quelque chose de spécial. Bon, alors je voyais aussi autour de moi des gens qui étaient très riches, qui parlaient tout le temps de leur pauvreté. Je voyais des gens qui n'étaient pas exactement pauvres, mais qui avaient très très peu de moyens, mais qui ne parlaient jamais de leur pauvreté, et ils la vivaient toujours avec les autres. Et puis j'ai vu aussi des gens dans ma carrière qui encore avaient beaucoup de choses que les autres n'avaient pas, mais ça ne leur suffisait pas et ils s'appelaient pauvres. Alors je suis allé dans une espèce d'archéologie de la pauvreté. Je me suis dit, bon, je vais voir un peu qu'est-ce que ce mot signifiait pour des millions de gens qui l'ont vécu. Alors là, je ne peux pas vous dire tout, mais je dirais à peu près que ce que j'ai appris, qu'au fond, il s'agissait d'abord de voir qu'est-ce que c'était la pauvreté. Et là, les gens que j'ai connus, notamment j'ai eu l'honneur de connaître le père Brzezinski à New York, et qui a été pour moi une grande source, justement, il était vraiment un des premiers parmi les modernes qui a bien exprimé ce qu'aujourd'hui, monsieur le cardinal disait, que la misère, c'est tout à fait autre chose que la pauvreté. Et alors, donc, pour les quelques minutes qui me restent, je ne vais pas aller dans tous les sens, comme j'appartiens à la culture de l'oralité, j'ai tendance de parler d'une chose à l'autre, etc. Alors j'essaierai simplement, dans un style presque télégraphique, de parler de certaines choses qui, je crois, seraient discutées aujourd'hui dans les colloques. Bon, la première, c'est que effectivement, encore, puisque nous sommes aujourd'hui en train d'honorer le père Brzezinski, j'ai toujours cette phrase sur la violence qui disait que la violence est un obstacle à l'amour. Or, notre milieu est un milieu violent. Il se meut en permanence dans un climat de violence. Et se demandait-il, pourquoi les gens ont-ils une difficulté immense à s'aimer ? À nous de prendre le temps d'entendre, d'observer, de comprendre, pour en arriver finalement à cette étape où nous puissions les aider à développer ce qu'ils portent en eux et qui rendra possible leur amour. Donc, je crois que c'est une phrase très profonde qui peut dire beaucoup de choses sur ce que j'ai, dans mon dernier livre que j'ai fait avec Jean Robert, j'appelle la puissance des pauvres. Le mot puissance étant pris dans le sens spinoziste, c'est-à-dire en fait le contraire du pouvoir. Mais ce qui est inné, ce qui est génétiquement donné à tout être vivant,
pour maintenir et respecter et préserver sa propre vie, et qui n'a rien à voir avec le pouvoir. En fait, le pouvoir est souvent, si vous le voyez, le fait des impuissants. C'est-à-dire des gens qui sont qui ont un problème avec leur puissance, où leur a été déniée, où elle a été manipulée. Alors, comment retrouver cette puissance? Donc, ça a été toujours le thème que j'ai poursuivi dans mon essai de comprendre le problème de la pauvreté. Et là, c'est évident, je crois, pour tout le monde aujourd'hui, que la pauvreté est loin d'être ou les différentes formes de pauvreté, parce que j'en distingue trois: la pauvreté volontaire, la pauvreté conviviale, qui a été un mode de vie pour conjurer en fait la misère avec tous les moyens qu'on avait, c'est-à-dire accroître sa liberté dans une nécessité qu'on ne pouvait pas toujours changer à sa manière. Bon, donc les pauvres qui ont voulu, qui ont cherché à maintenir leur puissance et la développer, étaient toujours peut-être les meilleurs agents de toute l'histoire de l'humanité, en ce sens qu'elle a essayé de refuser la misère. En fait, vous savez très bien, c'est pas moi qui l'ai dit, que les historiens, notamment Michel Molla, qui a fait des études remarquables sur la pauvreté, a dit que avant la production, avant le système productiviste moderne, la pauvreté était la règle. Proudhon disait que c'était la condition normale de l'homme en civilisation, alors que la misère, c'était tout à fait autre chose. Et là, et ça explique pourquoi les meilleurs dans toutes les sociétés humaines ont choisi la pauvreté. Ils n'étaient pas des fous. Saint François n'était pas un fou, ou bien je ne sais pas d'autres dans toutes les religions du monde. Par exemple, Rabi al-Adawiya, qui était une femme, une sainte dans un sens de l'islam, elle aussi, elle était exactement quelqu'un qui a choisi, et dans les conditions difficiles où vivaient les femmes, a choisi la pauvreté comme un choix de liberté et de rapport avec d'autres choses beaucoup plus importantes que les richesses qu'on appelle, un de mes ancêtres poètes aussi, Rumi appelait les richesses mortes par opposition aux richesses vivantes. Et là, c'est pourquoi dans le mysticisme iranien, c'est-à-dire dans le soufisme iranien, la pauvreté était considérée comme un secret de Dieu, en fait. On dit, parce que finalement, quand la Banque mondiale dit, par exemple, que les pauvres sont des gens simplement qui ont 1 ou 2 dollars par jour, il donne vraiment, elle déforme tout entier l'idée que les gens avaient de la pauvreté, qui était de vivre avec très peu de choses. Un jour, quand un fonctionnaire de la banque m'a dit, voilà, notre définition de la pauvreté absolue, c'est quelqu'un qui a 1 dollar par jour, j'ai dit, je regrette, vous n'avez rien compris. En fait, si vraiment vous allez au fond des choses, peut-être la seule entité qui représente ce qu'on pourrait appeler la pauvreté absolue, dans le terme de ceux qui ont connu vraiment la pauvreté comme une antithèse et un antidote à la misère, ce n'est que Dieu. Parce qu'à partir de rien, il a tout inventé. Donc ceci, c'est vraiment la pauvreté absolue, c'est-à-dire quand vous n'avez vraiment rien, et de cela vous faites une vie. Et tout cela, donc... tout cela est important. Je crois, je voulais vous parler de Saint-Augustin, puisque ici, là, comment lui, justement, il voyait tout ça comme une façon très intéressante de comprendre aujourd'hui les problèmes de la pauvreté aujourd'hui. Quelque part, c'est mon interprétation, je suis sûr que c'est une interprétation personnelle, puisque je ne suis pas exactement, je n'ai jamais appartenu à ce monde, mais j'ai toujours l'impression
que par exemple, pour les grands chrétiens ou croyant dans d'autres visions du monde qui n'étaient pas seulement limitées aux richesses mortes, quand on parlait du prochain, dans le sens, et là vraiment je m'excuse de parler de cela devant le cardinal et toutes les personnes qui ici savent bien mieux que moi la théologie, mais je pense que quand je lisais l'histoire du bon samaritain, je me disais qu'au fond là-dedans, quand j'analysais ces quelques phrases, je me disais en fait, même pour le Christ, le prochain devait être en soi. Le prochain n'était pas quelqu'un qui était extérieur et qu'on devait nécessairement connaître. Mais là, par exemple, quand ce Samaritain va prendre quelqu'un qui est tombé par terre et à qui il ne demande rien, tout simplement, il s'occupe de lui et puis il le met dans une auberge et puis le temps. Alors que le lévite et le rabbin ne seront pas occupés de lui, c'est que lui, il avait le prochain en lui. Et quand Jésus demande quel est le prochain, moi je l'ai interprété comme ça. Il est le prochain parce que il a le prochain en lui. Et ça, c'est le secret de la pauvreté et de sa façon, des relations que crée la pauvreté avec les autres. C'est-à-dire, vous n'allez pas aider quelqu'un d'autre, mais vous ne pouvez pas faire autrement parce que ce prochain est en vous. Et c'est là qui est le secret de tous ces rapports conviviaux, de ces rapports, des liens qui sont créés entre vraiment quelqu'un qui a connu, qui sait ce que c'est que la pauvreté et qui, bien sûr, refuse la misère. Alors, je crois que maintenant, je dois m'arrêter quelque part et je voulais parler quand même de quelque chose qui me semble, que je considère important à dire parce que je crois que c'est la question qui m'a été souvent posée. Mais acceptons vos prémices, parce que ces prémices sont un peu difficiles pour des gens qui ne comprennent pas ce langage, pour des gens qui prennent le pauvre simplement comme quelqu'un qui est devenu si impuissant, dont la puissance a été si malmenée qu'il ne peut vendre, il n'existe que par ces petits sous qui s'exprime maintenant aujourd'hui en dollars, qu'il peut gagner de sa force de travail et de sa valeur sur le marché. Vous voyez, c'est-à-dire c'est la diminution de cet être divin qui est quand même, qui est dans sa singularité et souvent une perfection. C'est la limitation de ce personnage à une force de travail, au prix, sur le marché d'une force de travail. Bon. Alors, on me dit, acceptons tout ça, mais qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les pauvres? Alors, très souvent, je leur répondais, écoutez, moi, j'ai le mot de Gandhi, parce que, surtout dans mon dernier ouvrage, j'ai pensé beaucoup à ce que j'appelle l'épistémé des pauvres. Parce qu'on dit que les pauvres n'ont pas de savoir, alors que ce n'est absolument pas vrai. Les pauvres savent beaucoup mieux que n'importe quelle personne qui cherche à les aider comment, à partir de ce qu'ils ont, vivre de la façon la plus digne. Donc ça, moi, je ne peux pas vous dire comment moi je peux faire mieux que les pauvres. Par contre, ce que moi je peux dire, c'est ce que disait Gandhi, get off the poor's back, disait-il, c'est-à-dire laisser les pauvres tranquilles dans un sens. Ça c'est leur affaire. Par contre, il disait, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser les riches tranquilles, il faut laisser ceux qui les oppriment tranquilles. Parce que c'est une affaire, la misère aujourd'hui n'est pas un accident, comme disait Mola, c'est une chose qui est produite. Dans le temps, donc je répète, la misère était un accident, alors que maintenant, la misère est devenue le résultat d'une production économique, c'est-à-dire on crée des besoins, on transforme les rapports de quelqu'un avec la nature, avec sa subsistance, par des besoins qui lui sont créés. Et ces besoins deviennent de plus en plus terribles et on les intériorise.
vous savez, moi, j'étais par exemple, je vous donne un petit exemple personnel toujours, il y a quelque temps, il y a une dizaine d'années, j'étais tout à fait contre les portables, mais hier, à un moment donné, j'ai perdu le portable et je ne savais pas quoi faire à Paris, parce que j'avais perdu mes habitudes ordinaires de trouver les choses. Les besoins viennent se transformer, prendre la place de ce que vous faites pour les vrais besoins que vous avez. Alors, je disais donc, comment faire les gens me répondaient, bon, mais vous savez, la Banque mondiale fait des choses, il y a beaucoup de gens qui font des choses, et il ne s'agit pas de faire de la philosophie, ils ont besoin de ça. Je disais oui, mais ça c'est prendre les conséquences d'une chose dont les causes sont plus importantes. Quand ma maison brûle, on me dit quelle est la solution? Je dis, elle est évidente, j'appelle les sapeurs-pompiers. Mais les sapeurs-pompiers pourront aider éventuellement à éteindre l'incendie, mais c'est pas le sapeur-pompier qui va comprendre pourquoi il y a eu l'incendie, pourquoi cet incendie se développe de plus en plus, et qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là pour comprendre le vocabulaire des pauvres, pour comprendre justement leurs secrets, et ensuite agir. Alors, là, il y a la question, je termine sur ça, la question de l'épistémé. C'est-à-dire cet ensemble, dit Robert, cet ensemble de connaissances et de conception du monde propre à un groupe social, à une époque donnée. Eh bien, et ça, quand je suis allé, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut, parce que les pauvres, très souvent, n'ont pas de traces, ils n'ont pas de culture écrite. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Eh bien là, je ne peux pas en deux mots vous dire comment. Je me suis dit que, en fait, ceci existe, c'est-à-dire il y a une épistémée, il y a un groupe, un ensemble de savoirs qui sont propres aux pauvres, mais nous les considérons comme des savoirs qui sont des savoirs qui n'ont aucune valeur, alors que ces savoirs sont beaucoup plus importants que les savoirs aujourd'hui qui appartiennent aux classes dominantes. C'est-à-dire le savoir de tous ces très grands économistes, macroéconomistes qui parlent et qui parlent des pauvres. Par contre, j'ai pensé que dans chaque culture, alors qu'il y avait donc, cette épistémée vivante des pauvres, que j'appelle l'épistémée de vie, et il y avait différentes formes à différentes époques, mais à chaque époque, il y avait aussi deux épistémées, à mon avis. Une qui était celle de la domination, ou celle des gens qui voulaient maintenir leurs privilèges, et l'autre, l'épistémée, qui est celle de vivre. Et là, aujourd'hui, si vous faites attention, c'est de très grands économistes qui font toutes ces études macroéconomiques sur la pauvreté, comment aider les pauvres, etc. Mais en fait, il y a toujours cette phrase de Georg Simmel, qui disait qu'en fait, si vraiment on voulait s'occuper des pauvres, chaque société arriverait à se transformer entièrement, parce qu'il n'y aurait plus d'inégalité dans la société. Alors, là, cette épistémée, aujourd'hui, si la chose est bloquée, si le dialogue est bloqué entre cette épistémée de domination et celle des pauvres, c'est que justement, les gens qui veulent maintenir leurs privilèges, très subtilement, s'occupent des pauvres uniquement comme une classe de gens, très souvent avec une attitude raciste, une classe dangereuse, qui peut menacer leurs avantages et leurs privilèges. Une classe de gens donc dangereuse qu'il faut maintenir d'une certaine façon, parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais le discours est entièrement justement imprégné de cette violence dont vous avez parlé. Alors, de tout ça, est-ce que, en disant tout ça, quelle forme d'action encore peut-on? Parce que si nous disons, eh bien, rien ne se fera tant que ces gens-là ont tous les moyens, tous ces gens qui forment l'épistémée dominante, qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, je crois que la chose n'est pas évidente, qu'ils auront toujours raison. Et là, je vois que dans la plupart des sociétés, et je parle par exemple de la mienne depuis, je ne sais pas, depuis une trentaine d'années particulièrement, où il y a vraiment une espèce de fondamentalisme absurde qui règne dans le pays. Eh bien, c'est étrange, c'est vraiment presque paradoxal. Moi, je trouve que dans la société iranienne, au fond de la société iranienne, justement ceux qui sont ce qu'on appelle les pauvres,
il y a une espèce de renouveau, surtout parmi les femmes qui ont été les plus marquées par ce fondamentalisme, qui est absolument incroyable. C'est-à-dire, on a l'impression que, par un étrange phénomène, une fois qu'on sait que maintenant les dés sont jetés et que les pauvres savent que personne ne va les aider, eh bien, ils prennent conscience. Et ça se développe en eux ce que Deleuze appelait le devenir révolutionnaire, le devenir minoritaire. Le devenir minoritaire qui fait, encore une autre phrase de Deleuze, quand il disait les minorités sont tout le monde, alors que la majorité n'est personne. Ben, en fait, c'est vrai. Nous, même dans les pays démocratiques, quand nous élisons une majorité qui nous représente, personne ne se retrouve dans cette majorité. Parce que, bon, ça c'est autre chose. Mais la minorité, si elle est vivante, se devenir minoritaire en chacun de nous, il peut faire à chaque moment quelque chose de très différent qui change la société. Et qui change la société en prenant beaucoup de temps. Et là, il faut accepter, c'est peut-être pas au cours de notre vie, au cours de l'autre génération, mais un peu comme la nature petit à petit a pris forme, je crois que les choses vont dans le sens désiré. Bon, alors, tout ce que je peux dire, que je sais qu'aujourd'hui, ces mouvements alternatifs existent, ils existent. Ce que vous faites ici, l'association justement ATD Quart Monde fait, moi, ce que je connais dans d'autres régions, il se passe quelque chose dans les profondeurs de la société, parce que les gens ont compris que finalement, la clé est en eux-mêmes. La clé est absolument en nous-mêmes. Il y a en Iran ce merveilleux poème mystique qui s'appelle on a traduit ça par la conférence des oiseaux. Il y a les oiseaux qui cherchent à savoir comment mieux vivre. Alors on leur dit qu'il y a un oiseau qui s'appelle Simorgue, qui était une espèce de phénix. Alors ils disent allez trouver le phénix. Et alors, une centaine de milliers d'oiseaux partent à la recherche de ce phénix, ce simorgue. Le simorgue, en persan, veut dire 30 oiseaux. Alors, de ces centaines de milliers qui partent dans ce grand voyage qui dure très longtemps, il y a une trentaine qui restent le jour où on arrive à cet endroit où on devait voir le simorgue. Et puis alors, il y a quelqu'un qui dit, dame, qu'est-ce que vous cherchez où est alors il dit, mais où est le simorgue? Il dit, oui, mais le simorgue, en fait, c'est vous-même. C'est vous, les 30 personnes, qui avez tout compris. Donc, ça, une fois qu'on le comprend, je crois que beaucoup de choses importantes se font. Et alors, à ce moment-là, chacun devenir dans sa vie une partie de ça, je crois que ça, c'est vraiment la réponse que j'aurai. C'est une réponse qui ne nie pas du tout ce que vous faites, parce que les sapeurs-pompiers ont aussi bien sûr leur rôle, parce qu'il y a beaucoup de maisons qui brûlent, et il faut là, avec les moyens du bord, il faut essayer ça. Mais ce n'est pas... Ça, c'est les conséquences, les causes. Pour cela, ce ne peut arriver que lorsque chacun de nous prend en main sa propre destinée. Je vous remercie et voilà, je vous souhaite bonne chance. Je pense que les pauvres changent comme tout le monde. Et ça, c'est une première très banale chose à dire. Tout le monde change, le monde change et même les pauvres changent. Surtout dans ce monde globalisé, nous voyons la pauvreté, la grande misère, tous les jours, en direct, en temps réel, comme on dit aujourd'hui. Nous en sommes bombardés et ce bombardement crée en nous des réactions différentes. Ce n'est plus comme jadis, où les nouvelles, on pouvait aussi ne pas voir, ne pas savoir ou savoir le moins possible. Aujourd'hui, tout le monde peut, seulement en allumant la télé ou en regardant Internet, voir par exemple les images de violence de Gaza, terribles, que nous avons vues récemment, et de toutes les guerres, ou voir les conséquences de la grande pauvreté. Il y a une réflexion à faire sur ce direct permanent et cette masse d'informations qui, malheureusement, au fur et à mesure qu'elle s'agrandit, ne crée pas en nous
un sens de réaction, mais souvent une fatigue, souvent un sens d'impuissance, un sentiment d'impuissance. Mais aussi notre perception des solutions a changé. Ce n'est plus comme pendant les années 80. On avait plus de confiance en la politique et surtout dans les institutions internationales. Si vous pensez au fait que 2/3 de l'humanité, comme dit Manuel Castells, le grand sociologue de l'âge de l'information, ne croit pas à la politique dans le monde, ne croit pas que de là viendront les solutions, mais plutôt de l'auto-organisation de la société civile. Et en ce qui concerne la pauvreté, on pourrait faire l'exemple des expériences de microcrédit, par exemple, ou d'autres organisations autonomes de la société civile. Et si on réfléchit, même ce n'est pas très longtemps, dans les années 90, à tout ce qui a été fait au niveau des Nations Unies, à tous les débats sur la lutte contre la pauvreté, et puis on se pose le problème, mais qu'est-ce qui a changé vraiment ? La question vient du fait que nous n'avons plus toute cette confiance qu'on avait dans les années 70 et même avant, et puis jusqu'aux années 80, dans la possibilité de changer à travers les institutions internationales, de faire changer les choses, de faire bouger les choses. Moi, je suis d'accord avec ce que disait Jean Tanguay, c'est-à-dire même un document qui n'est pas contraignant a une valeur si on sait le mettre en fonction, si on sait l'utiliser. Il faisait l'exemple des accords d'Helsinki. Mais la majorité de la population aujourd'hui, dans nos pays plutôt nantis comme en Europe occidentale, mais même dans les pays plus pauvres, c'est que des institutions ne viendra pas la solution. Et quel est en général le sentiment qui prévaut dans les gens? C'est cette tendance à croire que la pauvreté et la misère existera toujours. La misère existera toujours à cause de toute une série de raisons techniques, matérielles, économiques et aussi culturelles. On parle beaucoup des raisons culturelles ces derniers temps, qui ne seront pas facilement résorbées ou ne seront jamais résorbées. Finalement, tout comme pour la violence et la guerre, même pour la pauvreté et la misère, c'est la même chose. Il y a un regard résigné, comme si c'était des tristes mais permanentes réalités de l'histoire, dont on ne pourra pas se débarrasser. Tous les théories du choc, de la théorie du choc des civilisations et aux autres théories qui en émanent, visent à nous dire que le monde en l'état qu'il est, c'est celui qu'on doit s'attendre. Et que l'idée de le changer est une idée naïve. Naturellement, pas tout le monde le pense de la même manière. Moi, je ne pense pas de cette manière-là, mais c'est un sentiment qui prévaut en général. Surtout un sentiment d'impuissance, je dirais. Le monde est trop compliqué et trop confus. C'était mieux quand il y avait la guerre froide, parce qu'on savait quel champ choisir, de quel côté se mettre, dans le camp des droits à la liberté ou dans le camp communiste et socialiste, des républiques socialistes. Le monde était simple à expliquer. Aujourd'hui, le monde est compliqué à expliquer. Peut-être il est plus vrai, mais c'est beaucoup plus difficile se ranger quand on parle de la guerre au Kivu qu'il était quand on parlait de la guerre au Vietnam. Et pas beaucoup de temps à passer. Et donc, ce qui se passe dans nos villes occidentales, ce n'est pas une lutte contre la pauvreté, mais c'est plutôt une lutte contre les pauvres. Et là, j'aime beaucoup ce qui a été dit sur la honte. Parce que cette lutte contre les pauvres, pensez aux tziganes, par exemple, pensez à l'anti-gitanisme qui commence à ressurgir dans nos villes européennes, après l'arrivée des Roumains. Entre parenthèses, on avait dit que notre grand problème, ça je fais le cas de l'Italie que je connais mieux, le grand problème était l'arrivée de l'islam, non ? Donc il fallait se défendre de l'islam conquérant. Et puis à un moment donné, on s'est trouvé à faire la guerre aux orthodoxes roumains,
comme si c'était le problème. Non, parce que c'est ça qui arrive. On a oublié que avant c'était les Albanais en Italie, non? Avant c'était l'invasion des Albanais. Maintenant, plus personne ne parle des Albanais. On a parlé des musulmans. Maintenant, tout le monde parle des Roumains. L'année prochaine, je ne sais pas. C'est la lutte plutôt contre les pauvres. Comme si c'était eux le problème, on les indique, on les indexe. Et ce sentiment de honte se répand. Parce que finalement, moi je rencontre beaucoup de Roumains qui disent, moi quand on me questionne, je dis que je suis bulgare. Mais à l'époque de l'attentat au pape, dire que tu étais bulgare, c'était... Non. Le correspondant de la télévision bulgare à Rome disait « Je suis bulgare, personne n'est parfait ». Non mais, vous voyez, les perceptions, c'est un peu comme dit Dominique Moisy dans son livre La géopolitique des émotions, non? Tout change selon des émotions. Et les grandes émotions, c'est la peur, l'espoir et le désespoir, l'humiliation, le sens d'humiliation. Et je pense que le discours de la honte est très important. Si vous interviewez les jeunes qui se préparent à essayer la grande aventure de l'immigration vers l'Europe dans les buvettes d'Abidjan ou de Lagos, vous parlez avec des jeunes qui vous disent « Nous n'avons pas peur de mourir dans le désert ou dans la mer. Figurez-vous si nous avons peur de vos lois. » Premier élément. Deuxième élément, la seule chose dont nous avons peur, c'est la honte. La honte de n'avoir pas réussi. Alors c'est mieux mourir. Pour un qui réussit, nous réussissons tous. Et la honte de retourner en arrière. C'est pour ça que beaucoup d'entre eux croupissent dans les camps de réfugiés ou dans les bidonvilles de Libye ou d'Alger ou du Maroc en attendant de faire le dernier bond s'ils auront la possibilité de le faire. Et dans ce monde devenu marché où l'économie devait tout résorber, tout résoudre, on nous avait dit que la globalisation économique ou la mondialisation, comme vous dites en France, économique, aurait tout résolu. Et bien sûr, maintenant, nous sommes devant le désastre de la finance internationale et on ne sait même pas de quelle mort nous allons mourir, dans le sens qu'on ne sait même pas à quel niveau arrive l'intoxication des produits financiers. Personne ne le sait. Ça, c'est la chose amusante. On cherche des solutions, mais on ne sait pas encore combien est grande la maladie. C'est comme ça. Et dans ce monde où même l'économie qui était devenue depuis les années 80 la solution miracle pour tout, donc même l'économie a chuté, on n'a plus espoir même dans l'économie, mais l'économie a eu le temps, l'économie conquérante a eu le temps de détruire notre confiance en l'État et dans les institutions, on se trouve sans recette. Et donc on tombe facilement dans la résignation. Je vais vous dire que pour les chrétiens, et moi je suis un chrétien engagé bien sûr, ce n'est pas comme ça. Pour les chrétiens, soit du point de vue religieux que du point de vue laïque, si vous voulez, vaut ce que disait le père Węziński, la misère c'est l'œuvre de l'homme et seulement l'homme peut la détruire, donc c'est quelque chose qui est créé par l'homme et l'homme peut la détruire. On croit que nous croyons que l'homme peut le faire, mais aussi en tant que chrétien, nous savons que la tendance à fuir les pauvres a toujours existé dans l'homme, qu'elle émane de cet évangile sécularisé du bien-être et de l'entre-soi, la philautia, comme disaient les pères, et qu'un signe révélateur important de la vitalité de l'Église est le fait que le XXe siècle a été le siècle avec plus de martyrs de l'Église chrétienne, qui peut être comparé aux 2 premiers siècles de l'Église. Tous les autres siècles n'ont pas eu autant de martyrs, et la grande majorité de ces martyrs chrétiens ont été des martyrs qui ont lutté pour la charité, c'est-à-dire pour les pauvres, qui se sont laissés tuer parce qu'ils vivaient dans des bidonvilles, au Chili ou je ne sais pas où, et qui ont voulu vivre en partage. Et l'exemple du Père Joseph est un exemple d'un combattant qui n'a jamais fléchi. Et ça, c'est important, parce que en réalité, quand on regarde un phénomène comme la grande misère, on ne peut pas s'attendre à la solution miracle ou magique. Nous cherchons toujours quelque chose pour clore la question, mais la vérité, c'est que cette question nous accompagnera toute la vie, parce qu'il faut une fidélité et une patience géologique pour affronter ces problèmes, soit celui de la guerre, soit celui de la misère.
de la guerre et de la violence, soit celui de la misère. Surtout dans notre monde où s'affirme cette dictature du matérialisme, où tout se vend et tout s'achète, et que les hommes et les femmes fuient la pauvreté comme s'ils avaient peur de sa contagion, comme si c'était quelque chose, s'ils craignaient d'être contagés par cet esprit de misère qui émane des pauvres. Je terminerai cette petite introduction en disant que pour nous, vaut ce que disait un ancien évêque de Rome, Grégoire le Grand, quand il disait « Chaque jour, nous trouvons Lazare si nous le cherchons, et même sans le chercher, chaque jour nous tombons sur lui. Les pauvres se présentent à nous, y compris en nous importunant. Ils demandent, mais un jour ils pourront intercéder pour nous. Ne gaspillez donc pas le temps de la miséricorde, et ne méprisez pas les remèdes qu'il vous offre. » Ne méprisez pas les remèdes qu'il vous offre. Ça, c'est une chose que nous apprenons en travaillant avec les pauvres, qui sont des hommes, qui sont des femmes, qui sont des visages, qui sont des histoires, qui sont des personnes, et qui nous offrent des remèdes. Que ce soit des pauvres de nos bidonvilles, dans les grandes villes riches, ou les âgés qui habitent seuls et dans l'isolement dans nos villes riches, ou que ce soit les pauvres d'Afrique, où la misère est grande, ou d'autres lieux du monde. Oui, les pauvres offrent des remèdes, pour autant que cela peut nous sembler absurde, justement dans la recherche de cette reconstruction, toujours pour utiliser une expression française, de tisser à nouveau le lien social, c'est-à-dire de reconstruire la famille humaine. Les pauvres nous offrent beaucoup de remèdes et c'est justement sur ça que nous allons débattre cette deuxième partie, pour n'avoir pas un regard seulement négatif et pessimiste. Et nous l'avons vu dans l'exemple de l'histoire du Père Joseph, qu'est-ce qu'il a pu faire avec ces pauvres. Alors, pour en discuter avec nous, nous avons, comme je vous le disais, Claudette Verleg, qui est haïtienne, ou je devrais dire haïtienne, qui a une grande expérience, a travaillé, a été directeur exécutif du Washington Office en Haïti, et puis elle est devenue ministre des Affaires étrangères de son pays en 1993. Ensuite, elle a travaillé au Life and Peace Institute à Uppsala, en Suède, un institut qui s'occupe de recherche pour la transformation des conflits. Et aujourd'hui, elle est secrétaire générale de Pax Christi International. Et ensuite, nous avons Emmanuel Picavet, qui est maître de conférence à l'Université de Paris 1 et qui est directeur de la revue de philosophie économique, qui a fait beaucoup de recherches sur toute une série de questions que moi aussi j'ai difficulté à comprendre, mais très profondes. En particulier, il a beaucoup recherché sur la théorie politique et l'épistémologie des sciences du politique et du social. Et ça, c'est quelque chose, après vous le comprenez dans ma question de lancement, qui nous intéresse de comprendre surtout sur la question de la perception. Mais je commencerai avec Madame Verleg, à laquelle, pour lui donner la parole, je donnerai, Madame, vous venez d'un pays qui est considéré un des pays les plus pauvres au monde, et donc vous avez eu affaire avec la grande pauvreté, celle qui est ancienne et qui est persistante de manière la plus évidente possible. Et voilà, alors, en ce sens, je voulais vous lancer et donner la parole en vous demandant qu'est-ce qu'on peut faire quand on est en face d'une pauvreté si persistante, avec un peuple jeune, avec beaucoup de ressources humaines, mais avec comme s'il y avait un destin signé, marqué à jamais. Comment réagit-on à ce destin? Merci. Vous avez raison, je viens d'un pays, l'un des plus pauvres du monde, un pays appauvri et systématiquement donc qui devient plus pauvre. Mais pour pouvoir sortir de cette pauvreté, il est extrêmement important qu'on retrouve
qu'on se demande quelles sont les causes, non seulement de ces pauvretés, mais quelles sont les causes qui maintiennent et puis qui perpétuent cette pauvreté. Ça fait longtemps que j'y réfléchis et je crois que pour ma part, ce qu'il y a de plus important concernant Haïti, je pense, c'est la grande fissure, la grande cassure sociale qui a existé et qui existe encore et qui fait que on ne se sent pas tout à fait concerné de ce qui arrive aux autres et on ne se met pas ensemble pour trouver des solutions. Je viens d'un pays très, très, très pauvre. J'ai travaillé avec des gens pauvres, que ce soit au Secours catholique, où j'ai été secrétaire exécutive, puis à Caritas, puis à ITK, un institut de formation. Mais en lisant justement le livre qui m'a été donné par Jean Tonglais de Joseph Wojewski, après avoir accepté, disons, de venir à cette conférence, plus je lisais le livre, plus je me disais, mais je ne suis pas qualifiée pour... Parce qu'il m'a semblé très clairement que cette misère, je ne la connaissais pas, la misère du quart-monde. Ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas vue, parce qu'en fait, les pauvres, on les voit tous les jours, ils sont là. Mais je n'en ai pas l'expérience directe. Et même au Secours catholique, je me rappelle pour la première fois quand j'ai vu des enfants qui avaient des bâtons en main, 2 enfants, et j'essayais de comprendre à quel jeu ils se livraient. Et c'est le chauffeur qui m'a dit, en fait, ils sont en train de trier sur les détritus pour essayer de trouver peut-être une banane qui n'avait pas été consommée totalement. Pour moi, c'était la première fois, je ne savais pas et j'arrivais pas à concevoir, je ne pouvais pas comprendre ou savoir qu'il y a des gens qui cherchaient à manger parmi les détritus. Donc ça, je ne connaissais pas. Évidemment, je connais bien la situation de gens qui placent leurs enfants dans des familles avec l'espoir que ces enfants pourront aller à l'école, que ces enfants mangeront et qui expliquent qu'il y a encore des enfants, disons, des restes avec, des enfants pratiquement en esclavage. Mais il y a toute une misère que je n'ai pas connue, que je ne connais pas de près, ou bien je n'ai pas vécu avec ces pauvres-là. Cependant, en pensant, disons, à mon intervention, puisqu'il s'agissait de témoignages, pour moi, je crois, et je parle vraiment d'Haïti, c'est le milieu où j'ai vécu, c'est le milieu que je connais. Je crois que même par rapport à la pauvreté, je pense que nous avons des grilles d'analyse et des clés de lecture différentes. Je vais donner un premier exemple. Je me rappelle qu'un jour, il y a un parent lointain, un parent qui est venu me voir et qui m'a présenté son fils. Il m'a fallu du temps et je me suis rendu compte que, tiens, c'était le milieu de la semaine, en pleine matinée, que faisait cet enfant? Je lui ai demandé, il m'a dit de façon, il était confus que l'enfant n'allait pas à l'école, il ne pouvait pas payer l'écolage. 15 € à peu près, 15 à 20 € par mois. J'ai tout de suite dit, bon, je prends l'écolage en charge. Mais je me suis rendu compte tout de suite que c'était pas seulement l'écolage, ça a été évidemment les livres, ça marche avec, et aussi l'uniforme. Mais puis, on m'a approché pour autre chose, des médicaments, des lunettes, et puis après le loyer. Et un beau jour, ce parent m'a dit, écoute, je me présente à toi, ou bien je t'approche ou t'aborde toi, parce que c'est toi que et je dis textuellement, parce que c'est toi que je reconnais. On me reconnaît tous, c'est ce qu'on dit en créole, je te reconnais. Et que je ne permettrai pas, il ne me viendrait pas à l'idée de m'adresser à quelqu'un d'autre avant de t'avoir approché. Je suis tombée des nues ce jour-là, c'est-à-dire que pour moi, dans ma logique à moi, j'avais beaucoup aidé, j'aidais. Il me semblait logique, il me semblait décent, il me semblait convenable qu'il s'adresse à d'autres. Mais pour lui, non, il s'adressait d'abord à moi. Je ne peux pas dire que jusqu'à présent, je comprends. C'est-à-dire qu'après, je me suis interrogée, mais qu'est-ce que cela signifie? Est-ce qu'il avait peur que je prenne ombrage, qu'il s'adresse à d'autres? Ou bien
Et je me suis dit que c'est peut-être parce qu'il croit, peut-être pour lui c'est une hantise, il veut pas me froisser, que je crois que je ne sois pas capable de régler ce nouveau problème. Je ne sais pas si mon raisonnement actuel est réel, est le bon, parce que comme je dis, j'ai pas toutes les clés de lecture. Mais supposons qu'il ait eu peur de me froisser. Ça veut dire que, alors que moi, j'étais restée dans la logique du donnant, dans la logique très économique, la logique matérielle, j'avais donné de l'argent, lui, il allait à un niveau autre, à un niveau plus profond, à un niveau humain, il craignait de me froisser. Ça, c'est une lecture et quelque chose, disons, pour nous à non seulement prendre en connaissance, mais quand on nous dit que les pauvres sont peut-être détenteurs de richesses, je crois qu'il nous amène vraiment à l'essentiel. Donc, grille d'analyse et clés de lecture différentes. Nous avons parlé tout à l'heure de l'assistance, de la logique de l'assistance. J'étais à nouveau au Secours catholique et là j'ai rencontré le père Bonne qui travaillait, un Salésien qui travaillait, disons, dans ce qui devait devenir après Cité Soleil. Et il m'a dit à moi, il a commencé à donner à manger à 500 enfants tous les jours, un repas chaud, puis ça a été 1000, puis ça a été 2000, et puis finalement, c'était 5000 quand j'étais, et je parle de 1975, déjà pour moi c'était clair, c'est-à-dire que je ne voulais pas m'engager dans cette route-là. 500 et on arrivait à 5000, donc une assistance qui n'en finit pas et qui conduit à davantage. Mais c'est pas seulement parce que le nombre continue à augmenter. J'ai été ministre des Affaires sociales avant d'être ministre des Affaires étrangères. Et précisément parce que j'avais travaillé à Secours catholique et à Caritas, précisément parce que j'avais travaillé avec des pauvres dans l'éducation non formelle, eh bien, ma maison étant très accessible et les gens ont commencé à venir à moi, donc très tôt le matin, avant que je ne parte au travail, et m'attendaient parfois très tard dans la soirée. Donc, parce qu'ils espéraient, ils étaient en quête d'assistance, ils étaient en quête de paix. Cependant, et c'est le deuxième point, pour moi, c'était pas seulement deux logiques, c'était des logiques de survie opposées. Ces gens m'abordaient parce qu'ils avaient besoin de pain, mais à un certain moment, moi, je n'en pouvais plus parce que le fait même que je savais toutes ces gens dehors à m'attendre, eh bien, j'en perdais le sommeil, j'arrivais pas à rester. Et finalement, quand je suis devenue Premier ministre, j'ai même dû chercher une autre résidence de fonction, plus éloignée, moins accessible. Ça veut dire que, alors que eux cherchaient le pain, moi j'avais besoin de repos, j'avais besoin de tranquillité, j'avais besoin de pouvoir travailler, d'avoir au moins des espaces. Donc, je pense aussi que ça arrive qu'on ait des logiques de survie, des logiques différentes. Et il nous faudra aborder ce point. Finalement, et peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas la dynamique que vous voulez enclencher, je voudrais après qu'on parle, parce qu'on parle de violence et institutions, donc je voudrais toucher, disons, l'enseignement, puisque j'ai été dans l'enseignement, l'éducation non formelle, où nous avons aidé à libérer des énergies et de la créativité en utilisant la méthode de Paulo Freire, disons la méthode conscientisante. Donc, peut-être que tout à l'heure, on parlera, disons, de cette violence institutionnelle et comment en sortir. Et ça rejoint aussi la question du savoir qui est mis toujours en exergue par le père Wresinski. Professeur Picavet, vous avez beaucoup recherché sur les domaines de la science et du politique et du social. Moi, je voudrais vous demander, comme ça en commençant, en vous laissant la parole, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous voyez dans vos études par rapport à la perception que nous avons de la pauvreté et que les pauvres eux-mêmes ont de la pauvreté? Oui, je vous remercie beaucoup de cette invitation à participer
à cette demi-journée de réflexion que je perçois aussi comme un hommage à cette grande figure qu'a été le père Wresinski. Et peut-être, au lieu de parler directement de mes travaux, j'aimerais peut-être dire un mot sur ma perception des termes qui ont émergé ce matin et qui me semblent importants. D'abord, il me semble que dans les témoignages qui ont été recueillis, il y a une très grande attention qui est portée aux manières de faire, aux manières de traiter les autres, et pas seulement aux conséquences. À vrai dire, si l'on se fixe comme objectif simplement d'altérer les conséquences, il y a toujours un petit problème, notamment pour une éthique chrétienne. Un petit problème. Pourquoi lutter contre la pauvreté alors que la pauvreté c'est plutôt ce qu'il faut rechercher, n'est-ce pas? Par exemple dans le christianisme, mais probablement dans d'autres formes d'éthique aussi. Qu'est-ce qu'il y a de si mal? Pourquoi dire que c'est bien alors qu'on le fuit, etc., etc. Donc si l'on s'en tient aux conséquences, il y a toujours ce genre de problème. Et en même temps, bien sûr, l'action collective et l'action politique singulièrement sont dirigées vers les conséquences. C'est un domaine où il faut rendre compte de ce que l'on fait, c'est le domaine par excellence de la justification, de la critique, c'est le domaine où l'on ne peut pas esquiver les critiques, alors qu'on peut les esquiver dans la sphère privée. Et donc l'attention aux conséquences, au bien commun, à ce que l'on fait pour les autres est particulièrement importante. Et néanmoins, et c'est ce qui me frappe dans les témoignages recueillis, les manières de faire comptent, elles comptent énormément. Par exemple, dans le film que nous avons vu, on s'aperçoit du fait que le respect de l'autonomie est perçu par les acteurs comme extrêmement important. La lutte contre la misère ne doit pas passer par le paternalisme, ne doit pas passer par la substitution d'une vision du bien à la vision de l'existence que chacun développe à propos de sa propre existence, etc. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, et malheureusement c'est aussi un problème pour l'action. Je pense qu'en France notamment, nous rencontrons ce problème chaque année à l'arrivée des mauvais jours, puisque le froid tue en France, comme vous le savez. Il tue peut-être encore un peu plus qu'en Italie, et chaque année nous avons le même problème, c'est-à-dire que les gens qui auraient besoin d'abris ne veulent pas des abris qu'on leur propose, et malheureusement il semble que ce refus ne soit pas lié simplement aux caprices personnels, mais lié au fait que les abris ne sont pas beaux, ou que les douches sont froides, ou que l'abri va avec la coexistence non voulue, etc. etc. Et donc, alors même que les intentions sont excellentes, alors même que certains moyens sont réunis, finalement, le problème qui se pose avec une régularité effarante, c'est le fait que l'on ne se soucie pas de la perception qu'ont les bénéficiaires potentiels. Et, alors, il y a aussi, semble-t-il, des problèmes qui sont plutôt d'ordre psychiatrique dans certains cas, mais manifestement, ce n'est pas le seul facteur. Et il y a là un vrai défi. Donc le respect de l'autonomie est certainement quelque chose d'absolument essentiel. Une autre thématique qui est importante, manifestement, c'est le refus de la honte. Le refus de la honte, qui d'ailleurs a retenu l'attention de certains philosophes, par exemple le philosophe américain John Rawls, l'auteur de la célèbre théorie de la justice dans les années 1970, comptait parmi les biens primaires auxquels l'éthique sociale doit s'intéresser prioritairement, ce qu'il appelait les conditions de l'estime de soi, les conditions sociales de l'estime de soi. C'est quelque chose qui n'a pas totalement échappé à l'attention des théoriciens dans ce domaine. Et c'est une réalité extrêmement importante qui est souvent liée, il faut le remarquer, à des biens, pas seulement à l'argent, mais à la disponibilité de certains biens, à l'accès à certains biens. Par exemple, pouvoir se soigner, pouvoir envoyer ses enfants à l'école, avoir accès à un logement décent et sûr. Ce sont des réalités qui ne se réduisent pas entièrement à des questions monétaires. Dans certains cas, au milieu d'une opulence modérée mais raisonnable, eh bien, il peut y avoir des problèmes aigus de cet ordre. Si vous me permettez de citer un exemple, je dois dire que j'ai été un peu traumatisé au cours de ma brève existence par
l'expérience des conseils de copropriété. Qu'est-ce qui se passe dans les conseils de copropriété lorsque, par exemple, la gardienne est malade et il faut la mettre à la retraite d'office, ou il faut mettre fin à son contrat, etc. Bon, j'ai vécu ça 2 fois dans ma vie, et à chaque fois d'une manière assez traumatisante. Bon, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un problème crucial avec le logement. Une gardienne d'immeuble n'est pas plus pauvre que quelqu'un d'autre. Ça se passe dans mon cas, ça se passait dans des immeubles tout à fait corrects. Et puis dans un pays qui est un pays riche. Bon, et puis la disponibilité du logement dans ce type de circonstances, qu'est-ce qui se passe après pose un problème crucial, parce que, par exemple, pour pouvoir postuler à un logement social, eh bien, il faut être dans une situation d'urgence, et donc il ne faut plus travailler. Et si on ne travaille plus, on risque d'être expulsé un jour ou l'autre, d'une manière qui dépend en fait de la bonne volonté des copropriétaires. On risque d'être expulsé de son logement. Et donc, dans une situation parfaitement banale de ce genre-là, il y a un problème qui est crucial, qui n'est pas exclusivement de type monétaire, qui concerne l'accès à des biens, et même l'accès à des demandes de biens, ou à des demandes d'assistance pour une période délimitée. Donc il y a, c'est un problème qui d'ailleurs peut être compliqué par la maladie. Dans le cas même, par exemple, où quelqu'un placé dans ce type de situation de transition pourrait avoir de quoi accéder au marché privé, eh bien la maladie et l'isolement peuvent l'en empêcher, d'une manière qui, bien sûr, risque de faire basculer dans des situations de très grande précarité. Donc c'est quelque chose qui, me semble-t-il, est partiellement aperçu dans les approches qui se fondent aujourd'hui sur l'idée de capacité. L'éthique sociale, en particulier sous l'impulsion d'Amartya Sen, le grand économiste, ou de Martha Nussbaum et de quelques autres. On peut citer les travaux aussi de M. Saleh pour la France et l'Union européenne, Robert Saleh. Dans les travaux qui relèvent de cette approche, effectivement, l'argent est traité simplement comme un bien parmi d'autres, et une bien plus grande attention se concentre sur la disponibilité d'un éventail de capacités. Qu'est-ce que les gens peuvent faire? Comment peuvent-ils transformer les ressources en conditions de vie? Et c'est une approche qui, me semble-t-il, est souvent plus éclairante que simplement l'attention au niveau de vie. Un troisième thème qui me semble particulièrement important et qui a été bien mis en valeur, c'est l'accès au savoir. L'accès au savoir. Alors, il pourrait y avoir des manières de douter de l'importance de ce dossier. Le père Wresinski lui-même avait été confronté à des critiques qu'il prenait au sérieux en termes d'éloignement par rapport aux réalités du terrain. Bon, c'est une première raison de douter. Il pourrait y en avoir d'autres. Par exemple, est-ce que le culte du savoir n'est pas simplement une volonté d'imiter un mode de vie qu'on n'a pas? Vous voyez, est-ce que, par exemple, l'attention aux études, est-ce que c'est pas quelque chose qui est dicté par le souci d'imiter ce qui se passe dans des classes plus aisées de la population? Il me semble qu'il n'en est rien. Et que cette attention au savoir, en fait, d'après les témoignages qui ont été recueillis, par exemple ceux que nous avons vus ce matin, cette attention au savoir est très liée à la perception de blocage possible dans la capacité pour les individus de transformer leur existence, de déployer leurs efforts de manière profitable, par exemple en accédant au marché du travail dans des conditions plus satisfaisantes, ou bien en ayant des initiatives entrepreneuriales, etc. C'est quelque chose qui est manifestement très important. Et c'est probablement ce qui est au cœur des inégalités les plus graves. Toutes les inégalités ne sont probablement pas graves. Il y a des inégalités, y compris des inégalités de fortune, des inégalités de niveau de vie, etc., qui ne posent pas de problème éthique très particulier. Si l'on me disait que, par exemple, en Suède, les écarts de revenus s'accroissent, est-ce que j'en serais traumatisé? Je dirais non. Bon, en Suède, ça va bien. Bon.
Néanmoins, il y a des inégalités qui sont problématiques sur le plan éthique, et je pense que la plupart d'entre elles ont ceci de commun de recouvrir des blocages, des situations dans lesquelles les individus ne peuvent pas, les personnes ne peuvent pas déployer des efforts de manière pertinente, d'une manière qui corresponde à leurs ambitions. Et il me semble que de ce point de vue, l'accès au savoir, effectivement, n'est pas simplement l'imitation d'un modèle bourgeois, mais une réalité, un défi tout à fait important et très bien identifié par les personnes concernées. Mais je voulais, dans cette deuxième partie, me concentrer un petit peu sur cette violence institutionnelle. Et la première violence est précisément, pas seulement le fait, disons, que les pauvres n'ont pas accès à l'éducation. En Haïti, on le sait jusqu'à présent, une forte partie de la population, 52% de la population, ne sait pas lire et écrire. Mais c'est que le type d'enseignement qui est offert à la population, eh bien, c'est un enseignement d'abord qui nous porte à mimer, à répéter, une éducation qui finalement nous infantilise quand elle ne nous abétit pas. Donc, j'utilise des termes, mais des termes réels dans lesquels je crois. Finalement, vous trouverez des gens portant serviette, des gens qui ont été peut-être 2, 3 ans, 4 ans à l'école, qui resteront derrière un bureau, une table, à vendre de la loterie plutôt que de travailler, parce que dans notre système et ce que nous projetons, eh bien, l'éducation, la formation académique, tenir un livre ou un cahier est meilleur que de tenir une truelle et de travailler, de faire de la maçonnerie. Donc, en fait, nous n'avons pas, on parle de déboisement, nous avons eu 4 cyclones qui en moins de mois qui ont, disons, touché le pays. Mais notre éducation n'est pas tournée, disons, vers le reboisement, vers le respect de la nature, vers la connaissance, disons, des lois de la nature pour pouvoir précisément éviter de construire dans les lits des rivières, etc. Évidemment, il y a des lois qui impose aux gens de le faire, mais si les gens ne comprennent pas pourquoi c'est dans leur intérêt à eux, et si on ne leur propose pas des solutions, donc c'est clair que, disons, la situation va continuer à empirer. Une autre violence, celle des institutions. L'enseignement, l'administration publique, tout se fait en Haïti, et notre loi mère, la loi était jusqu'en 87, donc jusqu'à il y a une vingtaine d'années, était uniquement en français. Donc toutes nos lois sont en français, alors que 100% de la population est créolophone. Donc ça veut dire que finalement nos institutions sont créées pour les villes, les gens des villes, et pour cette frange de la population, 5%, 10%, 15%, qui peut comprendre et s'exprimer en français. Les lois sont en français et pourtant, nous disons et nous appliquons l'adage que, en fait, nul n'est censé ignorer la loi, ce qui signifie qu'au nom de lois écrites par d'autres, des pauvres ont de fait été arrêtés, conduits en prison, condamnés et écroués, non seulement sans avoir pu se défendre, mais souvent sans savoir et comprendre réellement, disons, la raison pour laquelle ils ont été arrêtés. Donc, en fait, il faut un changement véritable, un changement en profondeur de nos institutions. Je peux parler du ministère des Affaires sociales. J'ai été ministre. Eh bien, le jour où quelqu'un, pour la première fois, m'a écrit une lettre en créole, eh bien, ma secrétaire qui pouvait répondre et écrire en anglais, par exemple, ou en espagnol, ne pouvait même pas comprendre, disons, ce qui avait été écrit. Donc, des institutions qui sont tout à fait détachées de la majorité, qui n'ont pas été conçues. Donc, il nous faut trouver les moyens de mettre
sur pied d'autres institutions et cela est possible et cela existe déjà parce qu'il y a maintenant des universités dites populaires, qu'on appelle populaires en Haïti, qui ont une approche pédagogique qui est totalement différente et valorisante et où les gens apprennent à s'exprimer, à faire connaître leurs besoins, qui pressent l'administration, qui presse le public. Cependant, ils font et manifestent très clairement au gouvernement, disons, les besoins. Malheureusement, nous n'avons pas encore appris à utiliser les moyens techniques pour changer la société et pour construire, pour répondre vraiment aux besoins du peuple, aux besoins des gens, de l'eau potable, de la nourriture, des logements, etc. Donc, je vais m'arrêter. Sûrement, tout à fait. Mais sur la question de la langue, madame, le problème d'Haïti est très clair. C'est le problème aussi d'autres pays, je pense en Afrique. Mais vous avez déjà, chez nous, parfois, on a l'impression que les institutions, là, tout le monde parle la même langue, tout le monde se comprend, mais les institutions parlent une néolangue qui est autre chose. Quand vous allez lire les documents de la Banque mondiale, où vous allez lire, même sur la pauvreté, hein, où vous allez lire les documents, les papiers de l'Union européenne, où vous essayez de lire le traité constitutionnel, même le simplifier, c'est une néolangue presque quasiment incompréhensible. Donc ce problème est très vaste. Sur l'éducation, nous constatons en Europe occidentale que la majeure partie des jeunes qui arrivent ici, disons clandestinement, sont plus formés, moyennement, que les jeunes des quartiers défavorisés, peut-être issus de l'immigration, mais qui sont bien nationales, en Italie, en France, qui ont beaucoup plus d'échecs scolaires. Ça, c'est tout un fait sur lequel il faudrait réfléchir. Au Resto du Cœur de notre communauté, nous voyons que arrivent des gens de tout le monde, et vous voyez que les Italiens, les nationaux, sont en courbe descendante. Ils arrivent là comme à l'avant-dernier pas pour la déchéance totale. Tandis que les immigrés qui arrivent, même s'ils sont plus pauvres encore, c'est pour monter. À peine qu'ils ont une autre possibilité, ils ne viennent plus. Je vais en conclusion revenir sur certains aspects qui me semblent être des aspects particuliers de la lutte d'ATD Quart Monde par rapport à d'autres associations, tout en soulevant également ou en soulignant quelques convergences. Donc je reviendrai sur 5 points qui ont été évoqués, abordés ou traités de manière plus approfondie. Le premier point qui me semble très important, c'est de soulever le rôle de l'indignation au sein d'ATD. Il me semble que par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, il y a peut-être une fonction d'indignation, d'interpellation que nous avons peut-être perdue. Ce qu'en langage un peu savant, les politologues appellent la fonction tribunicienne, que ce soit d'ailleurs des partis politiques ou des associations. Pour ATD, c'est une capacité d'indignation qui me semble particulièrement importante et qui est importante et en même temps modérée. Il y a 2 aspects qui m'ont frappé à la fois en écoutant les témoignages et en écoutant le documentaire. Le premier point, c'est qu'il me semble que cette capacité d'indignation d'ATD Quart Monde avait et a aujourd'hui d'autant plus d'importance qu'elle est fondée sur une cohérence entre ce qui suscite l'indignation et la parole portée par des individus qui savent de quoi ils parlent. Dans le petit document qui m'a été donné tout à l'heure sur la béatification du Père Brzezinski, je relisais ce qu'il disait en arrivant à Noisy-le-Grand. Je fus ébloui, ce fut comme une révélation. Et le documentaire montrait bien que finalement, ce qui touchait le Père Brzezinski, c'est que ses enfants, c'était son frère, sa famille, mais sa famille réelle. Il était renvoyé à une situation qu'il connaissait. Cette espèce de cohérence entre un parcours personnel et puis une insertion dans un débat qui peut justifier une prise de parole me semble particulièrement importante et me semble-t-il doit être non seulement préservée, mais aujourd'hui encore, je pense que ATD, à travers ses responsables, et je mets responsable entre guillemets, c'est-à-dire qui porte la voix d'ATD Quart Monde, il y a un intérêt tout à fait important à ce que cette capacité d'indignation, d'interpellation puisse être préservée. Ça renvoie à ce que vous disiez à l'instant, il faut tout le temps revenir sur le combat. Il y a un deuxième point que je voudrais également souligner.
dans le prolongement de ce que disait M. Ranema tout à l'heure, et puis en élargissant. Je pense qu'ATD Quart Monde prend également sa place dans un mouvement plus large qui tente à redonner à des personnes leur capacité de prise de parole. Il y a d'autres exemples, je les citerai brièvement. Le CCFD, dans les années 70, le Comité catholique contre la faim pour le développement, met en place sa notion de partenaire. Je voyais là encore dans le même document que le père Brzezinski demandait que ces familles de la misère deviennent des partenaires à part entière. C'est la même communauté, je dirais, de pensée. Je donne juste un exemple. En 1955, vous avez une grande conférence d'un prêtre qui est relayée par la Croix à propos des pays en voie de développement, et ce prêtre dit « Il faut aider les peuples païens sous-alimentés ». On est en 1955. 1967-68, le CCFD dit qu'il faut travailler avec des partenaires. Autrement dit que son rôle à lui, c'est de conscientiser, c'est le vocabulaire de l'époque, le peuple français, mais que de l'autre côté, dans les continents dont on traite, eh bien, il y a des personnes qui sont responsables de leur destin et donc qui sont partenaires d'une action à mener. On pourrait trouver d'autres exemples de cette notion de partenariat. En France, vous avez une compagnie de théâtre, le Théâtre du Campagnol, qui a fait la même chose auprès des populations locales, en disant aux politiques, attention, vous êtes toujours en train de parler de vos administrés, ces administrés, ils peuvent parler d'eux-mêmes, et ils peuvent parler par eux-mêmes. Et ça donnait un magnifique spectacle qui s'appelait « Une ville se raconte », où précisément des gens de toute tendance, de tout parcours venaient parler de leurs paroles. Et venaient parler de leur expérience et de leur vécu. Et je pense également à une fondation, la Fondation pour le progrès de l'homme, qui il y a quelques années estimait que chaque mission d'un Français ou d'un Européen en Afrique devait être couplé à une mission d'Africain en France, en disant c'est très beau que nous octroyions le droit de regard sur des situations comme si nous pouvions totalement les maîtriser. On a effectivement à dire quelque chose, mais dans ces cas-là, donnons également la parole à ces personnes que nous allons voir, et donc elles viendront en France et nous donneront leur regard, leur expertise sur notre situation française. Et à la lecture de ces rapports, je peux vous assurer que c'était totalement décapant d'entendre et de lire ce que des Africains pensaient de notre cohésion sociale et du rapport entre les générations, par exemple. Eh bien, je crois que cela, le père Brzezinski et ATD Quart Monde en sont également totalement porteurs, et que ça s'inscrit dans un mouvement qu'on pourrait dire donner la parole aux vaincus de l'histoire, passé ou présent, et que ce combat-là n'est pas terminé. Et il n'est pas terminé, je dirais, quels que soient les milieux sociaux, les milieux intellectuels considérés. Père Brzezinski appartenait à l'Église catholique, on a beaucoup parlé de pauvres. Il y a des langages théologiques et autres. Le langage qui part de la charité n'est pas le seul, il y a aussi le langage théologique de la solidarité et bien d'autres. Attention à ce que dans l'ensemble de ces milieux-là, eh bien, le discours et la parole des pauvres, l'épistémé des pauvres soit bien effectivement édifié, et qu'on puisse véritablement l'entendre. Il y a un troisième débat qui m'a frappé ce matin. Claudette en parlait tout à l'heure, et puis c'est évoqué également dans le documentaire. C'était cette critique sous-jacente du rôle des associations. Attention à ne pas verser dans l'assistanat. Et c'est vrai que, personnellement, quand j'entends qu'on se réjouit d'une certaine manière, ou que certaines associations disent « Regardez, nous avons cette année fait encore mieux que l'année dernière », c'est encore mieux, mais c'est également encore pire. Bon. Donc là, je crois qu'on est dans un débat qui est intéressant. Juste de références totalement différentes. Vous avez le livre de Bernard Ours, « Les ONG sont-elles l'alibi du libéralisme ?» Voilà, c'est une véritable question qu'on peut se poser. Et puis une belle réflexion d'Alfred Grosser, déjà ancienne, dans Au nom de quoi, sur eh bien, l'aide d'urgence et l'aide sur les structures. Et il me semble que ATD pose d'une autre manière de nouveau cette question-là, et que c'est une question qui aujourd'hui n'est pas résolue. Vous évoquiez à plusieurs reprises le fait que ces combats sont des combats permanents, mais également tout simplement parce que la société change, le monde change, et que bien évidemment, travailler aujourd'hui sur la pauvreté à l'ère de la globalisation et à l'ère d'une époque de remise en cause de l'État-providence, que l'on voit depuis maintenant une bonne dizaine d'années, voire plus, eh bien, ce n'est pas tout à fait la même chose que d'y travailler il y a 15 ou 20 ans. Et je pense que ce positionnement associatif qu'évoque ATD Quart Monde mérite effectivement d'être repris et travaillé.
travailler. Et puis il y a deux autres questions qui me semblent importantes. L'une qui me touche bien évidemment comme universitaire. On a évoqué les universités populaires. Vous avez évoqué à maintes reprises le rapport d'ATD Quart Monde au savoir. Moi, je suis doyen d'une faculté à la Cato qui pratique la discrimination sociale. Il faut dire les choses ouvertement. Alors, on la pratique, je dirais, comme l'enseignement supérieur français. Il y a là un combat à mener sur les 20 ou 30 dernières décennies. C'est un combat qui non seulement n'a pas été gagné, mais qui d'une certaine manière empire. Alors je regrette que mon chancelier soit parti, parce que c'est une question qui me semble, qui lui revient. Mais c'est là encore, si vous voulez, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ce sont des questions aussi institutionnelles. C'est-à-dire qu'on a à la fois des enjeux financiers. Moi, je n'ai pas d'aide de l'État, donc la Cato doit vivre, donc bien évidemment, on fait un certain nombre de calculs, et puis par derrière, il y a d'autres calculs qui méritent d'être traités. Donc, il faut des partenaires, il faut des interpellations, et moi j'entends votre interpellation, et c'est une interpellation qui, me semble-t-il, mérite d'être prise très largement. Vous savez qu'au CNAM, il y a un projet pour créer une chaire de criminologie. Alors c'est un projet qui suscite maintes et maintes réactions, il y a des pétitions qui circulent. Bon, certains collègues disent on en revient à la pathologie sociale du 19e siècle. Voilà, qu'est-ce qui est plus important aujourd'hui, de créer une chaire de criminologie ou de créer une chaire sur l'épistémie des pauvres? Voilà des questions qui méritent d'être posées. Il me semble que ATD Quart Monde est l'un de ces lieux où de telles questions sont effectivement soulevées avec exigence, et en même temps la spécificité d'ATD Quart Monde est d'être un partenaire dans cette réflexion. Non seulement c'est un aiguillon, mais en même temps il y a une force collective qui a son expérience, son expertise, et avec laquelle on peut travailler. J'entendais l'expression université populaire. J'aimerais bien que par la suite on puisse dire université tout court. Voilà, que l'ensemble des personnes qui ont des parcours divers et variés, eh bien, puissent trouver pleinement leur place dans l'université, ce qui suppose, comme vous le disiez, qu'on puisse également entendre leur type d'expérience, leur type de langage, et qu'on trouve un modus vivendi pour accueillir pleinement ces parcours. Et je pense que ce serait aussi l'honneur de nos démocraties d'y réfléchir véritablement. Et puis il y a le tout dernier point, et j'en resterai là. Vous avez questionné le rôle des institutions. Dans le reportage, une militante disait avec beaucoup de subtilité, nous ne faisons pas de la politique, mais bien évidemment ce que nous faisons a un rapport aux politiques. Oui. Je crois que vous êtes aussi porteur d'une interpellation sur les politiques, et je le dirais dans deux sens. Sur les politiques publiques, on l'a bien vu avec ce qui est évoqué concernant le RMI ou la CMU par exemple, mais vous êtes aussi porteur d'une réflexion peut-être plus fondamentale pour moi sur le renouvellement des élites politiques. C'est-à-dire qui aujourd'hui compose les milieux politiques? D'où viennent-ils? On peut critiquer les énarques en disant finalement ils sont tous sortis du même moule. On le doit sans doute, et sans doute à juste titre. Je crois que ce que vous dites sur les parcours des uns et des autres incite également à se dire finalement jusqu'où on va dans notre réflexion. Et lorsqu'il y a des incitations à ce que les partis politiques s'ouvrent, alors on parle beaucoup de discrimination positive et autres. Moi c'est un vocabulaire que je le laisserai. En revanche, je dirais que le pluralisme des parcours devrait être entendu et accepté au niveau également des partis politiques, et qu'il y a peut-être là aussi un combat à mener. Et en tout dernier point, c'est vraiment mon point de conclusion, je suis frappé, en vous ayant écouté, de constater à quel point ATD Quart Monde est un véritable acteur de changement social. C'est-à-dire que je crois que les différentes dimensions du changement social, le changement par les transformations culturelles, vous y travaillez totalement. Le changement de la société par ses différents niveaux. On n'attend pas tout du politique dans des sociétés complexes, exactement d'ailleurs comme dans les mécanismes de paix. Un accord de paix, dès lors qu'au sein de la population, vous n'avez pas des espaces intermédiaires ou des acteurs intermédiaires qui vont se saisir d'un accord de paix, l'accord a peu de chances de réussir. C'est la même chose pour les changements dans nos sociétés. Et ATD Quart Monde, par mécanisme de subsidiarité, peut apparaître comme un segment de société organisé qui
participe au changement et aux transformations de la société. Et puis votre interpellation des politiques au sens large, de l'international, on évoquait l'ONU, jusqu'aux pouvoirs publics nationaux, montre également que vous avez cette capacité à agir sur les espaces locaux, régionaux et internationaux. Et donc à ce titre, ATD Quart Monde me paraît vraiment une belle réussite, je dirais, à la fois d'interpellation et puis d'intelligence dans la capacité d'interpellation. Je vous remercie. Alors, merci François Mabie pour vos conclusions et merci à vous tous d'avoir eu la patience de nous écouter jusqu'à 1h30.